Ils sont sportifs, écrivains, experts ou encore artistes. Ils participent à la vie d'Antibes-Juan-les-Pins. Ils sont l'ADN de la cité, sa mémoire, ses visages, son énergie vitale. Bienvenue dans le podcast Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Dans cet épisode, je reçois Jean-Paul Kaufmann, le prix littéraire Audiberti 2025. Bonjour Jean-Paul Kaufmann. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous, en votre demeure à Paris et dans votre intimité. Jean-Paul Kaufmann, on vous connaît comme journaliste, on vous connaît comme écrivain, et dans le cœur, je tiens à le dire, de beaucoup de Français, vous resterez à jamais aussi l'un des 3 journalistes otages au Liban, entre 1985 et 1988. À l'époque, votre captivité faisait chaque jour l'ouverture des journaux télévisés. Vous avez conscience de l'émotion que ça provoquait à l'époque aux Français ? Oui, bien sûr, mais c'est cela d'ailleurs qui a permis que je sois devant vous là aujourd'hui. C'est cette solidarité, qui n'a pas... J'ai été quand même détenu pendant 3 années. C'est cette solidarité des Français qui a permis ma libération et la libération de Carton et Fontaine. Et sans cette mobilisation, je serais sans doute resté là-bas. Donc c'est quelque chose de très important. Et il est certain que ces portraits qui apparaissaient chaque jour dans le journal télévisé d'Antenne 2 ont joué un rôle décisif. Ça, c'est incontestable. Et ont marqué les mémoires puisque... Oui, marqué les mémoires d'une certaine génération. Après, c'est une autre époque. C'est vrai que mon histoire, je ne veux pas dire qu'elle est significative des années 80. Je pense que, d'abord, il y a eu beaucoup de prises d'otages par la suite. Je ne veux pas dire que j'ai essuyé les plâtres, mais je pense que, en effet, cette solidarité, cette mobilisation est plus difficile aujourd'hui. On le voit bien avec l'affaire Boualem-Sansal. On a du mal à réveiller un peu les consciences. Et elle est peut-être aussi significative, vous allez me le dire, d'une époque où le journalisme prenait le temps. Certainement. Moi, j'ai vécu, vous avez tout à fait raison, moi, j'ai vécu, en effet, un âge d'or du journalisme. Il ne faut pas pleurer sur le passé et dire que c'était mieux avant. Justement, le livre que j'ai écrit est contre la nostalgie. Avant, c'était pas mieux. Mais, en effet, le journalisme, dans ces années-là, a vécu quand même une sorte d'âge d'or. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, d'abord, c'est un métier qui suscite une forme de méfiance, pour ne pas dire d'hostilité. Et à l'époque, c'était tout à fait différent. Aujourd'hui, je pense que les gens, peut-être aussi, sont... je ne veux pas dire qu'ils sont devenus, eux aussi, des professionnels de l'information, mais ils connaissent la cuisine, en quelque sorte, ils connaissent les codes, et alors peut-être il y a une forme de défiance, et c'est la raison pour laquelle... alors, c'est paradoxal, il suscite la méfiance, certes, mais c'est tout à fait paradoxal, parce qu'en effet, c'est un métier très décrié aujourd'hui, j'en ai conscience, et en même temps, quand vous interrogez les jeunes, ils veulent tous faire journalisme, ils veulent entrer dans les écoles de journalisme, et en même temps, c'est un métier qui exerce encore une sorte de fascination. Je pense que c'est pour la mauvaise part, c'est le côté peut-être un peu paillette, mais ça, c'est une autre affaire. Jean-Paul Kaufmann, aujourd'hui, nous nous rencontrons parce que vous êtes le lauréat 2025 du prix littéraire Audiberti de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Et c'est un prix qui est décerné à des auteurs qui sont en lien avec Audiberti et ou avec la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce lien que vous nourrissez avec Audiberti ? Audiberti a baigné une bonne partie de ma jeunesse. Beaucoup de pièces de théâtre, j'ai vu Le Malcours, et c'était un auteur extrêmement populaire, très, 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 très en vogue. À l'époque, j'ai été vraiment fasciné par l'invention verbale de Audiberti. C'est quelque chose, vraiment, il n'entre dans aucune case. Il les coche toutes, mais il est partout
C'est une sorte d'homme orchestre de cette littérature des années 60. Bon, il s'est essayé au théâtre principalement, à la poésie, à l'essai, au roman, et finalement il a excellé dans tous ces genres-là. Pourquoi a-t-il excellé? Il y a un côté hugolien presque chez lui. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, parce que je crois que c'est un privilège, en tout cas moi je m'en recommande, il y a une forme de naïveté, une forme d'innocence, et ça, comme disait Baudelaire, la naïveté, ce privilège divin dont très peu sont dotés. Et je crois que Audiberti en était doté. Cette espèce d'innocence qui transcende notre vie quotidienne, notre vie morose, et qui la sublime. Audiberti, c'est cela, entre autres. J'ai vu que vous aviez noté quelques citations, si vous voulez. Oui, alors, je n'ai pu m'empêcher, en effet, de noter un certain nombre d'aphorismes. Comme j'ai dit tout à l'heure, il était bon dans tous les domaines. D'abord, il y a une chose que j'adore chez lui, ce sont les titres de ses ouvrages. Les médecins ne sont pas des plombiers, ça c'est excellent. Les tombeaux ferment mal, là aussi il faut le faire. Et ce qu'il dit aussi, c'est, par exemple, il dit « tout le temps vivre, à la longue c'est mortel ». Moi je trouve que c'est très très drôle. Et cette phrase aussi excellente, « c'est en allant au cinéma voir jouer Marius que les Marseillais ont appris à parler avec leur fameux accent ». Ça, il fallait aussi l'inventer. Comme il dit, à un moment, les plaisanteries les plus longues ne sont pas les meilleures. Vous voyez, alors, c'est l'homme aussi des... Je parlais d'images imprévues, de métaphores absolument surprenantes. Vous voyez, par exemple, il parle à un moment, et ça, il faut le faire là aussi. Moi, je suis très jaloux de telles inventions, la vénéneuse cuisson des injures. À la fois, ça ne veut rien dire, mais si, ça veut dire beaucoup. Et je pense que Audiberti, c'est cela. Et alors, ce que j'ai aimé aussi chez lui, c'est quelque chose qui est tombé un peu dans l'oubli. Il a inventé un mot, l'abhumanisme, c'est-à-dire que l'homme et la nature ne font qu'un. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Moi, je souscris tout à fait à ce concept. Et c'est pour ça, peut-être, la nature s'abîme. Et je crois que, parallèlement à ça, l'homme aussi s'abîme. Donc, surtout aujourd'hui. Donc, c'est une parole très forte. Cette distinction littéraire, elle vous est remise à Antibes. Avec Antibes, vous avez un lien aussi particulier ? Antibes, pour moi, en effet, c'est évidemment ce festival de Jean Lépin, le jazz. J'aime beaucoup le jazz. C'est lié aussi à Picasso. Cette distinction littéraire, elle vous est remise pour l'ensemble de votre œuvre. Néanmoins, je vous propose de nous arrêter sur votre dernier livre qui s'appelle « Accident ». Vous l'avez laissé au singulier, vous auriez pu mettre un S à accident, le mettre au pluriel. C'est très juste, vous avez tout à fait raison, parce que pour moi, un bon titre, c'est un titre ambigu, un titre polysémique, à plusieurs sens. Et en effet, cet accident qui ponctue tout le récit de ce livre, c'est-à-dire un accident qui s'est déroulé le 2 janvier 1949 dans mon village, d'Ille-et-Vilaine, qui a pour nom Cornu. Ce 2 janvier 1949, une équipe de football qui revient de disputer un match dans une commune voisine. Le camion qui les transporte rate sa course et nous allons nous trouver devant la mort de 18 jeunes hommes. 18 jeunes hommes décapités, littéralement. Et c'est mon premier souvenir d'enfance. Enfin, je crois, parce que mon livre repose aussi sur les distorsions de la mémoire, les faux souvenirs, les événements fictifs qu'on croit avoir vécus. Et donc, évidemment, cet accident-là est accolé de manière indissociable à un autre accident, mon accident libanais.
c'est peut-être a priori un petit peu artificiel, mais pour moi, ils ne font qu'un. D'où ce titre au singulier, l'accident. Dans ce livre, vous nous proposez une balade au fil des souvenirs de votre enfance et vous nous dites « Il est clair que je n'aurais pas pu raconter ces années du vivant de mes parents ». Pourquoi vous êtes privé de ces témoins privilégiés de votre enfance, de leurs témoignages? Ben, écoutez, moi je pense qu'on ne peut parler de ses parents, pour celui qui écrit notamment, on ne peut en parler qu'une fois qu'ils ont disparu. Je pense qu'une fois que nos parents sont morts, c'est là où ils apparaissent dans leur vérité, véritablement, de manière presque évidente. Et là où on peut répondre à cette question qui nous taraude tous, qui sont nos parents? Que connaissons-nous de nos parents? Comment nous parlent-ils une fois qu'ils ont disparu? Parce que c'est cela aussi le sujet de ce livre-là, c'est justement, ils sont morts et c'est à partir de leur disparition qu'ils ont pu me parler. Alors, le problème des souvenirs d'enfance, parce que c'est d'éviter une certaine complaisance, quelque chose qui pourrait être décrit comme un âge d'or. En même temps, ce livre est contre la nostalgie. Vous voyez, aujourd'hui, on dit toujours « avant, c'était mieux ». Moi, je ne crois pas que c'était mieux avant. Moi, je décris un monde qui est celui des années 50, les années d'après-guerre, dans une commune de Bretagne, et au fond, dans une commune rurale qui ne bougeait pas, où le temps était immobile. Dans les années 50, les gens, au fond, n'aspiraient qu'à une seule chose, retrouver la vie des années 30, laquelle était exactement la même qu'au début de la Troisième République. Donc c'était un temps immobile, quelque chose qui ne changeait pas. Un monde en noir et blanc, la couleur, en quelque sorte, est apparue au milieu des années 60. Bon, mais on ne peut pas regretter ce temps-là. Vous voyez, l'espérance de vie était à tout casser autour de 62 ans, 65 ans. Aujourd'hui, elle est de 20 ans de plus. On mourrait de la tuberculose, on mourrait de la variole, on mourrait de la méningite, ne parlons pas des conditions d'hygiène. C'était un monde élémentaire, un monde un peu triste, un peu morose, comme j'ai dit tout à l'heure, un monde un peu en noir et blanc. On est encore, là, vous voyez, dans ce monde des années 30, 40, là, vous voyez, le cinéma est en noir et blanc. Hein, la couleur le technicolor, en quelque sorte, va apparaître dans les années 60 et ça va tout changer. Le bascule de la France, véritablement, a eu lieu au milieu des années 60, ce qu'on a appelé la seconde révolution française, où la France a véritablement accédé à la modernité. Mais dans ce monde des années 50 que je décris, c'est un monde encore qui appartient au début de la Troisième République. Je reviens sur cette histoire familiale, si vous permettez. Vos parents, Marcel et Odette, s'installent dans ce bourg d'Ille-et-Vilaine 3 semaines avant la fin de la guerre. Et vous avez 9 mois. Et ils vont ouvrir une boulangerie. Et beaucoup de vos souvenirs se concentrent autour de ce fournil et des odeurs, des senteurs de la boulangerie. C'est quelque chose, le développement de vos sens, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre à plusieurs reprises. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un livre, en effet, où il est beaucoup question d'odeur et il est certain que une boulangerie, pâtisserie, c'est véritablement un laboratoire des 5 sens. Et l'un de ces sens qui est le plus mis à contribution, eh bien évidemment, c'est le sens olfactif. Ces odeurs de pain chaud, cette odeur dorée du pain qui sort du four, cette odeur des crèmes pâtissières. Et l'idée que, au fond, paradoxale que je développe dans mon livre, c'est que une boulangerie peut vous amener au métier de journaliste. Oui, c'est là que je voulais. Parce que, oui, alors ça paraît un peu bizarre de dire une pareille chose. Vous savez, on ne parle pas assez du corps quand on parle de ce métier. Vous savez, quand vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, vos 5 sens sont mis en éveil. Il fonctionne à plein régime. Vous allez d'abord serrer la main
du protagoniste, de celui que vous allez interroger. Déjà par le contact, vous allez avoir une information. Il y a l'odeur de la maison, et il y a la lumière, il y a le son de sa voix. Donc tous ces signaux-là vont vous donner des informations. Et on peut dire, là aussi je ne l'ai pas développé tout à fait dans mon livre, mais on peut dire aussi que la patte, c'est l'information. Et il faut aussi, quand on exerce le métier de journaliste, il y a le cru des événements et il faut une cuisson des événements aussi, parce qu'il faut mettre tout ça en forme, il faut formater tout ça, il faut faire un récit. Hein, ça obéit à certaines règles, le journalisme bien précise. Et de la même manière, la pâte, c'est un peu, oui, la formation, on la sculpte. Hein, il faut bien dire aussi qu'on sculpte aussi. L'information brute, on ne peut pas la donner comme ça immédiatement. Il faut aussi la référencier. On dit même avoir du biscuit d'ailleurs. Hein. Oui, il faut avoir du... Exactement. Et puis vous voyez, quand on va en reportage, moi quand j'étais au Liban, au cours de mes reportages, vous voyez, il y a un moment, on dit je ne le sens pas ce sujet. Et il y a un certain nombre de capteurs qui vous indiquent qu'il y a du danger. Il faut partir. Et moi, le sixième sens, peut-être pour les journalistes, c'est l'intuition. Hein, et je crois que c'est extrêmement important. Donc, les cinq sens, l'olfaction, pas uniquement l'olfaction, tout cela vient en effet de cette enfance. Une enfance certes élémentaire, certes sévère, mais en même temps sécurisante. Moi, je regrette, j'ai eu une enfance heureuse. Alors justement, vous dites, ce livre, je l'ai écrit par gratitude à l'égard de l'enfance qui fut cette parenthèse bénie. Exactement. Vous voyez, et là, quand vous dites ça, on s'attend à une enfance plutôt colorée. Il n'y a pas quelque chose d'un peu contradictoire en nous disant que finalement, cette vie-là, elle se jouait en noir et blanc? Non, mais ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est la chose suivante, c'est que cette enfance m'a sauvé. C'est-à-dire que pendant ma captivité, normalement j'aurais dû avoir des cauchemars, l'attente de la mort, parce que c'est ça la finalité de l'otage, c'est la mort ou la libération. Donc vous vivez dans l'environnement constant de l'exécution. Donc normalement, votre vie nocturne aurait dû normalement être traversée par de mauvais rêves, par des cauchemars, et ça a été tout le contraire. Moi, je n'ai rêvé aux souvenirs heureux de cette enfance, peut-être en noir et blanc, mais c'était des souvenirs heureux, bienveillants. Et c'est tellement vrai que lorsque j'ai été libéré, eh bien, les cauchemars ont commencé là. Vous voyez, j'en ai toujours un petit peu, ça s'estompe, heureusement, presque 40 ans après, mais vous voyez, comme l'inconscient est bien fait. Il venait toutes les nuits toquer dans vos rêves pour vous, finalement, vous aider à vous évader. Oui, mais exactement, c'est pour ça que c'est un livre aussi, oui, vous avez raison, de gratitude, un livre de réconciliation. Comme je le dis dans mon livre, moi, j'ai pas la conscience victimaire. Je comprends, bon, aujourd'hui, on accorde, et on a raison de le faire, parce qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer, les victimes. Mais vous voyez, j'écris ce livre peut-être aussi pour faire oublier ce statut de victime. On a vu en moi uniquement peut-être l'homme souffrant, la victime. Et justement, j'ai voulu écrire ce livre, et peut-être aussi d'autres livres, pour faire oublier cet état de victime sur lequel on s'apitoie, et alors que moi, je suis un rescapé, je suis un survivant. Pour moi, évidemment, la vie a une saveur extraordinaire. Il faut quand même avoir quelques privilèges après avoir vécu des années comme celle-là. Donc, sans voilà. ces années ces 1000 jours de détention, vous pensez que vous seriez replongé dans l'histoire de votre enfance? Non. Ou pas forcément? Non, non. Non. Bon, l'otage, c'est quelqu'un qui ne parle pas. On ne sait pas, il est muet, on ne le voit pas, il est invisible. Et en même temps,
pour la mobilisation, il faut le faire exister, le faire parler. Alors évidemment, un certain nombre de journalistes sont allés dans ce petit village de Cornu pour aller rencontrer mes parents. C'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce village et de raconter un peu son histoire singulière. Cet accident du 2 janvier 1949 qui décime la jeunesse de tout un village, il vient s'inscrire comme un fil conducteur dans votre livre, on le retrouve, mais comment est-ce que vous le reliez à cet autre accident de la vie, puisque ça se passe sur la route aussi, le jour où vous êtes pris en otage, qu'une Mercedes double le véhicule dans lequel vous êtes, vous oblige à vous arrêter, et c'est là que vous êtes pris en otage. Il y a un côté, à la fois dans ces deux accidents, imprévisible et attendu. Pour celui qui croit à ce qu'on appelle la force du destin et à son caractère irrévocable. Vous voyez, dans ces deux histoires, l'accident de Martigny-Ferchaud dont vous parlez, mon histoire à moi, j'étais journaliste, il est évident que, il est facile, on n'enlève pas des plombiers, on n'enlève pas des boulangers. Les métiers les plus vulnérables, c'est ceux de diplomate, de journaliste. Donc il est certain que il y avait une menace qui courait au-dessus de moi. Mais il est certain aussi que à cette époque-là, quand on a choisi ce métier, on intègre la mort. Mais la prise d'otage, c'était quelque chose quand même d'un peu nouveau. C'est pour ça que je disais, d'une certaine manière, j'ai un peu essuyé les plâtres. Et vous voyez, après, la figure de l'otage est devenue une figure presque moderne. Vous voyez que ça continue. Aujourd'hui, il y a les prises d'otages, même par les États. Il y a l'exemple de l'Iran. Qui est extrêmement significatif, l'Algérie aussi. Donc ces deux accidents, pour revenir à ces deux accidents qui sont accolés l'un à l'autre, c'est vrai qu'on peut dire que c'est de manière un peu artificielle, mais moi je les ai vécus un peu comme s'ils étaient inséparables. Vous aviez quel âge au moment de l'accident Je suis né en 1944, j'avais 4 ans et demi. C'est à l'époque où on accède encore à la conscience. Encore une fois, je suis incapable de dire est-ce que j'étais là, est-ce qu'on me l'a raconté après, parce que mon père aurait dû figurer parmi ceux qui sont morts. Il accompagnait traditionnellement l'équipe de football et ma mère l'avait convaincu de venir à Rennes. Donc nous sommes le 2 janvier 1949, c'est un dimanche soir d'hiver, normalement il n'y a personne dans ce village, et elle est noire de monde, et donc mes parents sont absolument interloqués, et ce mot, les joueurs de football, ils sont tous morts, et moi je suis à l'arrière, il y a des détails qui sont restés très présents dans ma mémoire, par exemple dans le siège. Vous voyez, les sièges à l'époque, ils étaient rembourrés de crin. Et j'étais en culotte courte, donc j'avais cette sensation du crin qui me griffait un peu les cuisses, les mollets. J'ai pas pu inventer ça, mais je n'en suis pas totalement sûr. C'est là aussi ce que je voulais dire, c'est oui, les pièges de la mémoire. Ce livre aussi porte sur les pièges de la mémoire. Et ça, c'est une forme de mémoire corporelle, finalement. Oui, et qui semble tout à fait... pour moi, elle est convaincante, mais j'ai un doute, parce que mes parents l'ont tellement raconté, parce que en même temps, dans ce village, vous vous rendez compte de 1000 habitants, 18 jeunes hommes. Donc c'était invraisemblable. Donc on n'en parlait pas. Donc on y pensait toujours, on n'en parlait jamais. On en parlait, mes parents l'évoquaient évidemment en famille, mais les gens entre eux. Alors il faut dire aussi, on est à une époque où les gens, et surtout on n'est pas dans le sud là, les gens sont plutôt introvertis. Vous voyez, on n'a pas encore... Je pense que les choses ont changé aujourd'hui, les gens savent mieux maîtriser la parole.
Donc on a du mal à cette époque-là à exprimer sa souffrance. On n'a pas les mots qu'il faut. Et surtout dans cette partie de l'île-et-Vilaine, vous savez, les Bretons sont un peu réservés. Bon, il ne faut pas généraliser, ces généralisations sont toujours un peu contestables, mais il y a quand même une pudeur qui existait. Je pense que les choses ont certainement changé aujourd'hui. Donc on n'en parlait pas. Mais c'était toujours... L'accident était toujours là. L'accident. Et c'était l'accident au singulier, il n'y en avait pas d'autre. Et d'ailleurs, à la fin de mon livre, j'ai essayé, parce que c'est un livre d'enquête aussi, ça, il faut le souligner. J'allais vous le dire, c'était ma question, ce travail sur votre propre enfance, vous l'avez mené à la manière d'un journaliste. Vous avez enquêté, vous êtes allé aux archives, vous avez recueilli des témoignages, comme si vous aviez voulu, alors je me trompe peut-être, vous allez me le dire, mais mettre un peu l'émotion à distance. Et en revêtant votre statut de journaliste, c'était plus facile ? Alors, mettre l'émotion à distance, peut-être, enfin je ne suis pas peut-être un bon juge sur le sujet, mais en tout cas, je suis heureux que vous en parliez. Le travail d'enquête, ça a été extrêmement important, en effet, très long. Retrouver des témoins de cette époque-là, aller aux archives, le dossier d'instruction, tout cela. Et puis les témoins, alors, et surtout, qu'était devenu celui qui est l'artisan de la mort de ces 18 jeunes hommes, c'est lui qui conduisait le camion. Parlez-moi de ce camion, parce que... Alors, c'est un Dodge, et je crois que c'est un Dodge, camion américain. C'est un Dodge, c'est un camion américain, et je ne veux pas dire que ça explique l'accident, mais c'était un camion véritablement révolutionnaire pour l'époque. C'est un camion américain très performant, et évidemment le conducteur avait un peu tendance à montrer sa dextérité. Alors je ne veux pas dire que c'est à l'origine de l'accident, en tout cas, bon, comme on disait à l'époque plutôt, il était un peu énervé. Donc il avait beaucoup bu, et alors moi ma question c'était la suivante: comment on peut vivre après cela? Il a été condamné à 1 an de prison, et comment on refait sa vie? Et j'ai voulu retrouver sa trace. Il était mort, je l'avais vraisemblablement côtoyé, là, parce que j'ai un pied-à-terre à Saint-Malo, je connais très bien le quartier où il vivait, j'ai peut-être frôlé, mais il était mort déjà depuis une dizaine d'années. Mais j'ai voulu savoir ce qu'il était devenu, dans quel état d'esprit. J'ai retrouvé sa fille qui a été extrêmement... Récemment. Oui, elle est venue ici d'ailleurs, dans cette pièce. J'ai voulu savoir justement comment elle avait vécu ça. Et alors, elle était petite fille, et elle me disait, mais moi, quand j'étais petite fille, on parlait toujours dans la famille, l'accident. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, l'accident, et à l'âge de 11 ans, mon père a consenti à me dire ce qu'il y avait derrière ce mot, l'accident. Et c'est elle, d'une certaine manière, qui m'a donné ce titre. Et est-ce que cette question de savoir ce que l'on devient et comment est-ce que l'on vit après un épisode traumatique, on peut vous la retourner? Oui, mais alors, ce que je voulais montrer aussi, c'est que, bon, les victimes... ont-elles pardonné ou non? Les familles ont-elles pardonné ou non? Elles seules peuvent pardonner les victimes, à condition d'ailleurs que l'auteur de l'accident en question le demande. Ça n'a pas été le cas, mais moi je crois que, et c'est le problème de notre époque, je crois qu'on n'est pas lié à jamais à une erreur qu'on a commise. Je pense que l'époque actuelle est impitoyable pour ceux qui ont... il y a une forme d'ostracisme. Moi, je crois à la rédemption. Donc, on n'est pas lié à jamais à quelque chose qu'on a fait. Vous dites que le sens de cette quête, en essayant de retrouver des témoins qui avaient côtoyé cet homme, c'était de savoir comment est-ce qu'il avait vécu après. Oui.
Et vous, après 3 ans de détention, comment est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire? Est-ce que c'est la bonne question? Est-ce qu'on parle de reconstruction? Cette question, finalement, elle vous concerne directement aussi? Oui, d'une certaine manière, oui. Et ce qu'on appelle aujourd'hui un mot que je déteste, résilience. Comme je dis souvent, moi, je ne suis pas une balle de ping-pong. Hein. Il faut à tout prix rebondir aujourd'hui. Il y a une injonction à rebondir. Mais il est certain que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être un survivant donne à l'existence une saveur supplémentaire, certainement. Il y a une question qui me tient particulièrement à cœur. Quand vous recevez cette femme qui était donc la fille du conducteur du fameux Dodge, vous lui dites, j'ai noté, « Pourquoi devriez-vous payer le prix d'une tragédie dont vous n'êtes pas à l'origine? Je connais moi aussi ces malheurs dont on n'est pas responsable. » Est-ce que vous pensez que le poids des malheurs est un fardeau dont héritent les générations successives dans une famille? Non, moi je ne crois pas. Oui, dans la Bible, on dit malédiction aux générations à venir, 40e génération. Non, mais moi je parle un petit peu pour moi aussi, parce que moi, par cette tragédie-là, j'ai été responsable aussi d'une souffrance. Même si je l'ai subi, mes proches, ma femme, mes enfants, mes parents. C'était ça donc le message que vous lui faisiez passer. Merci Jean-Paul Kaufmann de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Acteur d'Antibes-Juan-les-Pins, un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.